Salut à tous, c'est Bismart. On est de retour. On est de retour avec, comme on l'a fait d'ailleurs la semaine dernière, comme on le fera régulièrement, avec une émission thématique, 1 heure, pour essayer d'approfondir un sujet. Alors celui-là, de toute façon, il faudrait sans doute une vie. On en parlera d'ailleurs avec certains de nos invités qui y consacrent leur vie. Donc 1 heure, on ne va qu'approcher le sujet. Mais la Chine, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce qu'on est sur une nouvelle offensive et une nouvelle dimension politique et diplomatique donnée par le pouvoir chinois, notamment tout ce qu'on raconte autour de la tech et de l'offensive réglementaire autour de la tech. Voilà, on va parler de ça pendant 1 heure. Évidemment, on poursuivra la conversation de jeudi dernier, l'affrontement avec les États-Unis en fond de sauce. Thématique aussi demain d'ailleurs, si vous pouvez être avec nous, et ce sera autour de l'industrie. 1 heure autour des défis de l'industrie française d'ailleurs, en cette rentrée. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Donc on démarre avec d'abord la présentation de nos invités. Je disais, certains y consacrent leur vie, c'est peut-être ça. Jean-Pierre Cabestan est avec nous en direct de Hong Kong. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Directeur de recherche donc au CNRS. Demain la Chine, guerre ou paix? Ça me semble un très bon titre pour l'heure que l'on va passer ensemble, Jean-Pierre. Le guerre, juste question comme ça, le guerre, c'est guerre civile ou guerre avec les États-Unis? Non, guerre internationale, et oui, d'abord avec les États-Unis. Pas de guerre vous avez civile. vu le point d'interrogation sur mon titre. Donc, je pense plutôt, pour faire bref, à des crises militaires qu'à une guerre vraiment ouverte entre les deux puissances, les deux premières puissances mondiales, les deux puissances qui sont également nucléaires, ne l'oublions pas. Christian Saint-Etienne, alors c'est votre thèse aussi évidemment, Christian, économiste, votre bouquin Les apprentis sorciers, Trump, Xi Jinping, il va falloir... En fait, c'était pas Trump, c'est les États-Unis, Xi Jinping, c'est les... Exactement, je l'avais anticipé, mais sur la Chine, Biden continue la politique de Trump. Voilà. C'était pas forcément évident à ce point-là, mais en fait, il la continue totalement, il n'a pas touché aux droits de douane. Ils sont au même niveau que ceux qu'avait fixé Trump. Et sur la méfiance vis-à-vis de la Chine, ça reste au même niveau, voire plus. Donc, il a quand même justifié le retrait d'Afghanistan en disant qu'il fallait concentrer ses forces face à la Chine. C'est quand même assez colossal comme mouvement. Donc, ça montre à quel point les États-Unis considèrent, enfin, je reviendrai là-dessus, et à quel point les États-Unis considèrent le conflit entre la Chine et les États-Unis pour la domination mondiale comme le sujet des 20 prochaines années. On y reviendra, mais je voudrais justement pas qu'on ne parle que de ça. David Bavrez aussi est avec nous. Bonjour David. Bonjour. Vous, votre dernier bouquin, c'est Chine-Europe, le grand tournant. Vous allez partir là pour Hong Kong. Vous nous racontiez que vous alliez faire 3 semaines de chambre d'hôtel enfermée, de quarantaine. Vous pouvez même pas quitter la chambre, c'est ça le régime pour retourner Je peux, mais je vais en prison pendant 6 mois, donc je ne pense pas le faire. Le calcul est mal fait. David, ils en sont où? Moi, je voudrais qu'on démarre sur la situation économique de la Chine aujourd'hui. Parce que j'ai des signaux contradictoires. Quand vous regardez ce qui se passe du côté du commerce extérieur, les tout derniers chiffres sont quand même très spectaculaires, notamment en ce qui concerne le déséquilibre avec l'Europe. On est passé de 31 milliards de dollars de déséquilibre par mois, d'importation, par mois, de la part de l'Union européenne, à 39 milliards de dollars aujourd'hui. Donc 31, c'était 2019, c'était avant le blocage. Et en même temps, vous avez une production industrielle en Chine qui, sur cet été, s'est inscrite au plus bas de... J'avais noté ça dans un coin. Bref, oui, au plus bas depuis septembre 2020. Donc ils en sont où exactement en termes de croissance économique? Xi Jinping nous avait promis la double circulation. Et en fait, on a plutôt un double embouteillage. C'est-à-dire qu'il y a 2 éléments. La consommation est plus faible qu'attendue. Et pour une raison très simple, elle est en gros plus 3% par an comparé à 2019. Et pour une raison très simple, c'est que la Chine n'a pas de vaccin efficace face aux nouveaux variants. Et donc la Chine est obligée de reconfiner une partie de sa population et est obligée de, typiquement, fermer ses ports. Donc le port de Shenzhen, premier port au monde, pendant 4 semaines en mai-juin, et le port de Ningbo pendant 3 semaines au mois d'août. Et ça a un impact sur sur la seconde circulation qui était censée les exports. Vous venez de citer des chiffres très positifs. En réalité, ce que vous voyez, c'est que tous les exportateurs ont aujourd'hui un véritable cauchemar qui est d'organiser leur supply chain et leur logistique mondiale. Puisque la Chine peut fermer à tout moment
ses ports et donc la logistique mondiale. On dit d'un mot, double circulation, c'était, on en avait parlé ensemble, et j'en reparlerai d'ailleurs, c'est ce dont on parle depuis 20 ans aussi, la consommation intérieure, la circulation de la consommation intérieure et du Made in China, qui petit à petit prend et puis, le pas. Deuxièmement, les exports. Voilà, les exportations qui restent là, mais on se rendait bien, c'est beaucoup l'idée d'une Chine qui arrive à devenir autosuffisante. Et la réalité, c'est que les chiffres sont... Enfin, la réalité est très inférieure aux chiffres qui sont publiés, et c'est pour ça qu'il y a un durcissement politique. Parce que vous savez, si vous prenez l'histoire de la Chine, c'est chaque fois qu'économiquement le pays a des problèmes que le pays se resserre politiquement. Jean-Pierre Cabestan, c'est votre vision aussi, c'est-à-dire, je voudrais vraiment un point conjoncture presque, vous voyez Jean-Pierre, où est-ce qu'on en est? Politiquement, il y a un resserrement de la Chine, il y a un isolement de la Chine, alors à la faveur du Covid. La Covid a évidemment favorisé une reprise en main politique. On voit bien, alors c'est la préparation du Congrès l'an prochain, et Xi Jinping, comme vous le savez, veut rester au pouvoir plus longtemps que l'espéraient ses détracteurs, et même la Constitution au départ. Mais il y a un resserrement idéologique. On insiste beaucoup sur la redistribution de la fortune que les milliardaires Jean-Pierre, justement, mais Jean-Pierre, est-ce que ce resserrement est en partie provoqué par une impasse économique, une impasse de production telle que vient de la décrire David? Elle est provoquée en partie par les difficultés que la Chine affronte dans ses relations avec ses principaux partenaires, et en particulier les États-Unis. Et donc, elle est aussi le fait que la Chine voudrait devenir plus autonome sur le plan des technologies et qu'elle veut beaucoup investir dans ces secteurs, mais dans un contexte international qui est beaucoup moins favorable qu'auparavant. Donc, vous avez cette crispation qu'on sent avec des tentations populistes de la part de Xi Jinping, qui veut faire plaisir aux classes moyennes en justement insistant sur cette redistribution de la fortune accumulée par certains, mais aussi en essayant de satisfaire ces classes moyennes avec de mesures destinées, par exemple, à contrôler les jeux en ligne ou à contrôler ces écoles du soir qui gagnent beaucoup d'argent sur le dos des parents qui préparent leurs enfants au bachotage. Enfin, il y a une série de mesures qui ont pour but d'essayer accroître ou renforcer la légitimité du régime, du Parti communiste par rapport à la société. Ouais. Christian, un mot de conjoncture, enfin pour peu qu'on le sache d'ailleurs, parce que ça reste quand même assez complexe, toujours la conjoncture en Chine. La consommation d'électricité, les productions de ciment et d'acier, qui sont toujours un indicateur significatif, pointent sur un ralentissement qui était de toute façon attendu. La croissance, c'est quoi? C'est la croissance de la population active et de la productivité des travailleurs. Donc, de toute façon, la Chine a marché sur le haut pendant 30 ans, ce qui est, il faut s'en souvenir. Elle a cru à 10% l'an pendant 30 ans. C'était hors norme, mais c'était un colossal rattrapage qui s'expliquait à la fois par les investissements gigantesques des multinationales en Chine et par le basculement d'une part très significative des populations rurales vers les villes. Et au passage, on basculait une population dans l'agriculture à productivité quasi nulle vers deux activités clés qui étaient l'activité de la construction et l'activité de l'industrie. C'était au cœur de la croissance des 30 Glorieuses en France. C'est le même mécanisme. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, quand vous n'avez plus de population massive à transférer, quand vous avez des quartiers de ville qui ne sont pas habités parce qu'on a trop construit, et quand l'industrie commence à trouver des difficultés à exporter pour les raisons géostratégiques, et qu'en plus la population active commence à décroître, tout cela conduit à un ralentissement qui m'a fait anticiper déjà, je regarde ces questions depuis une dizaine d'années sur la Chine, et déjà il y a 10 ans, j'avais anticipé qu'à terme, la croissance chinoise tomberait à 3%. La seule question, c'était à quel moment, puisque déjà il y a 10 ans, on anticipait la baisse de la population active. Donc moi, je pense qu'actuellement, la croissance chinoise n'est pas à 6, mais à 4,5, et qu'elle va tendre, je continue de penser qu'elle va tendre vers 3. La question, c'est est-ce que le basculement vers 3% de croissance se fait
d'ici 3 ans, 5 ans ou 7 ans? C'est ça la grande question. Si je peux Vas-y, me permettre d'ajouter, David. le principal problème, c'est le retour de la stagflation. C'est-à-dire, c'est ce qu'il y a de pire économiquement. Il ne faut pas seulement raisonner croissance, il faut raisonner aussi profit. Absolument. Au mois d'août, les coûts font plus 9, l'inflation des coûts plus 9 en Chine, l'inflation des prix à la consommation plus 1. Donc, toutes les sociétés ont une pression sur leurs marges et n'ont plus de quoi investir et embaucher comme avant. Donc c'est pour ça que vous avez par exemple 15% de chômage chez les jeunes diplômés, qui est quelque chose qu'on n'a pas vu historiquement. Je regardais là, les Échos ont fait leur une d'ailleurs là-dessus, donc Evergrande, qui est, quand on regarde un peu ce conglomérat Evergrande, c'est quelque chose d'ahurissant. Il y a tout, ça démarre sur de la construction, mais derrière ils font de la voiture électrique, ils font de l'eau minérale, ils font du tourisme, etc. 250 milliards, l'équivalent de 257 milliards d'euros de passifs. Alors, pour une entreprise qui fait 100 milliards d'euros de ventes immobilières, effectivement, chaque année, mais il y a comme ça des points de fragilité importants, David, au cœur de ces rhinocéros gris. Mais la question, c'est de savoir si c'est systémique. C'est de savoir si c'est systémique. Voilà. Et en réalité, on oublie, la Chine a 300% de dette sur PNB, mais on oublie qu'elle a 150% de liquidité. Réserve de change. De liquidité. De liquidité. Et ce qui lui permet de... Lehman fait faillite, non pas parce que Lehman fait des pertes, mais parce que Lehman n'a plus de liquidité. Et donc, tout le problème actuellement, c'est de s'assurer que cette liquidité va pouvoir éponger Evergrande. Donc, le risque que vous avez, ce n'est pas un effondrement financier de la planète mondiale, c'est juste l'appauvrissement des Chinois, puisque leur économie accumulée vont servir à financer toutes les pertes que le système historique doit prendre. Donc tout le problème, c'est plus faible croissance avec augmentation des coûts et profit sous pression, moindre investissement, chômage qui monte. Donc, Jean-Pierre, je reviens à ce que vous disiez. Ça veut dire, là, aujourd'hui, le sujet pour le pouvoir, c'est éviter la crise sociale ? Oui, là, c'est clair, parce que les jeunes, comme il était indiqué, font face à des difficultés de trouver un emploi, surtout un emploi qualifié. Vous avez maintenant beaucoup de jeunes qui ont fait des études supérieures, des études spécialisées, et qui cherchent des emplois qualifiés, bien rémunérés, et ça devient de plus en plus difficile. La bagarre devient de plus en plus rude. Et donc, il y a des frustrations qui s'accumulent dans la société, notamment parmi les jeunes, et d'où le souci du gouvernement d'essayer de montrer qu'ils font quelque chose à la fois pour réduire les inégalités, mais aussi pour améliorer le filet de protection sociale. Vous savez que cette protection sociale elle est très inégale d'une ville à l'autre. Vous avez dans les grandes villes comme Pékin et Shanghai des systèmes de garantie d'assurance santé qui sont quand même relativement satisfaisants, mais en dehors, comme c'est un système très décentralisé qui est géré en général par les villes, eh bien, vous avez dans beaucoup de villes moyennes une protection minimale. Donc et ça, c'est un vrai problème qu'il va falloir gérer à plus long terme. Mais pour l'instant, je crois que ce que j'observe chez les jeunes, c'est que vraiment une perte d'optimisme, si vous voulez, par rapport à leur avenir, à l'économie, et plus grande inquiétude, notamment pour s'insérer dans le marché, sur le marché de l'emploi. Attends, juste encore une question à Jean-Pierre. Ça, Jean-Pierre, c'est une rupture, mais pour moi qui regarde ça de loin depuis de très nombreuses années, une rupture incroyable. J'avais l'impression que, justement, au-delà de tout, la Chine était la jeunesse chinoise était une jeunesse optimiste, propre à croquer l'avenir à pleines dents, etc. C'est une rupture à ce point importante alors, je crois que c'est pas une rupture, c'est plutôt une usure, si vous voulez. C'est-à-dire progressivement, l'optimisme a cédé la place à plus de questions, d'interrogations, et puis aussi d'inquiétudes qui sont dues à un environnement économique qui est moins favorable. Les gens qui se sont enrichis il y a 20 ou 30 ans et qui ont fait fortune sont devenus, évidemment, font l'objet de beaucoup de convoitises et de jalousie, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile dans ce contexte actuel de voir naître des Jack Ma, des Pony Ma et autres milliardaires. Et donc, le contexte est moins favorable. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que cette jeunesse est plus politisée et va se rebeller, comme on l'a vu par exemple il y a quelques années à Hong Kong. On en est encore loin. Je crois que les jeunes restent très loin du politique. C'est peut-être la bonne nouvelle pour le pouvoir
pour le Parti communiste, c'est que les gens sont assez peu politisés, mais enfin, il y a quand même ce problème social qui va devenir, à mon avis, plus visible dans les années qui viennent. Christian. Non, moi, je voulais demander à Jean-Pierre une confirmation du chiffre que j'ai. Est-ce que vous confirmez, d'après toutes les données que j'ai, que le coût public retraite santé pour la Chine, c'est 8 points de PIB? Est-ce que c'est bien l'ordre de grandeur, la politique publique? Oui, donc c'est pas élevé. Hein. Oui, non, mais c'est de l'ordre de 8, vous êtes d'accord. Donc c'est un point Nous, clé. c'est quoi Alors nous, c'est 33, Ouais, record voilà. du monde. Et là, les États-Unis, c'est 20 et l'Europe de l'Ouest, 25. Donc c'est quelque chose de très important pour les téléspectateurs. C'est que le pays le plus redistributif au monde n'est pas la Chine, maoïste, exigiste, communiste, c'est la France, 33 points de PIB, c'est 4 fois le montant de la redistribution en Chine sur retraite santé. Et ça veut dire... Enfin, retraite, alors, non, pour être tout à fait précis, pour le cas où il y aurait des spécialistes, 33 points de PIB, c'est le coût de la protection sociale dans son ensemble. Retraite en France, c'est 14 points de PIB, et la part publique de la santé, c'est plus de 9 points, donc c'est 24 et 9... 14 et 9, 23. Donc c'est 23 points à comparer aux 8. Donc c'est 3 fois plus. C'est Baudouin Pro, à l'époque où il dirigeait BNP Paribas, qui m'avait fait ce dessin, donc assez pessimiste sur la Chine, où il y avait un enfant unique, en fait, tout seul, qui portait sur ses épaules ses 2 parents, qui portaient eux-mêmes sur leurs épaules les 4 grands-parents, qui n'avaient absolument aucune protection. Et cet enfant unique-là, en fait, devait s'occuper d'absolument tout. Et il disait, c'est un destin terrible. Voilà, c'est-à-dire qu'on y arrive à ce moment-là. Et alors, je voulais juste, en une seconde, faire le lien avec le problème macroéconomique. En moyenne, dans les pays développés, l'investissement, c'est 20 points de PIB. La totalité de l'investissement, entreprise plus ménage plus État, ça varie entre 20 et 24 points de PIB. Donc, en Chine, c'est 45 points de PIB, c'est le double. Donc, le problème chinois identifié par le leadership chinois depuis 2013, c'est effectivement ce qu'ils ont appelé la double circulation, mais en réalité, c'est d'augmenter la part de consommation intérieure à partir de production chinoise. Le problème, c'est que donc si on investit 20 au lieu de 45, c'est qu'on consomme 80, mais dans les 80, il y a beaucoup de protection sociale, parce que ce n'est pas que négatif, la protection sociale. Le problème, c'est la qualité de la protection sociale. Le problème que j'ai toujours défendu devant vous, Stéphane, c'est pas qu'on ait 33 points de PIB de protection sociale ou 56 points de PIB de dépenses publiques en 2019. C'est l'efficacité. C'est l'efficacité. Mais restons sur la Chine. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire donc, le problème, c'est comment on bascule. Alors, ils ont imaginé, le leadership chinois, qu'on pouvait basculer uniquement sur la conso privée. Mais le fait qu'ils soient restés à 8 points de PIB montre qu'ils n'ont pas suffisamment perçu qu'il faut aller vers un système de protection sociale généralisé. Comme Jean-Pierre Cabestan le rappelait, il y a quelques villes chinoises où on a un peu de protection sociale, mais ailleurs, c'est très faible. Donc, on voit bien qu'ils n'arrivent pas à prendre les décisions qui leur permettrait, par exemple, de passer de 8 à 15. Alors justement, quand Tencent est obligé de verser l'équivalent de 6 milliards de dollars, à qui d'ailleurs? Au budget de la République populaire de Chine, c'est ça, David? Parce qu'on dit ils ont versé, mais on ne sait pas trop à qui et comment ils ont versé. Alibaba, 13 milliards de dollars. C'est justement le début de la constitution d'une caisse de retraite et d'une caisse de solidarité. Au moins pour certains. Au moins pour certains, ouais. Non, mais je crois, pour revenir au problème, la Chine a le problème de ce qu'on appelle le revenu moyen. Vous avez 10 000 dollars de PNB par tête. Et pour augmenter, vous devez passer d'une économie de manufacturing exportateur à une économie de services. Absolument. Et le problème qu'ils ont, c'est que ça arrive au moment du Covid, où le service est forcément digital. Mais ça n'arrive pas au moment du Covid, David. Non, Ça fait 10 ans que j'entends parler de ça. Non, mais aujourd'hui, ils sont à 10 000 et aujourd'hui, ils doivent passer à l'accélération des services. Et cette accélération se fait à un moment où, et ça, ils ne l'avaient pas prévu, le Covid arrive, donc tous les services sont digitaux. Donc vous avez des groupes qui aujourd'hui sont en perte, mais qui, sur les projections 2023-2025, vont toutes être l'équivalent de GAFA qui gagnent des milliards, voire des dizaines de milliards, et qui donc vont être un État dans l'État, et que la jeunesse va suivre. Et donc, tout le problème, le problème ultime de la Chine aujourd'hui, c'est le contrôle. C'est le contrôle par le Parti communiste qui, aujourd'hui, sent qu'il perd sa jeunesse.
Je vais vous donner un exemple. Une de grandes marques de luxe vient de faire une fantastique opération promotionnelle. 77 millions de vues sur Internet. Le Parti communiste a 80 millions d'adhérents. Si vous êtes à la tête du Parti communiste, et les 77 millions ne sont que des jeunes, vos 80 millions du parti, il n'y a pas que des jeunes. Et donc vous dites... C'est une très belle image. Et donc vous dites, le parti pour les vieux, c'est 1937 la longue marche, on vire les Japonais de Chine, donc on doit tout au parti. Notre génération, c'est 40 ans de croissance économique, donc on est d'accord avec le parti. Et le problème qu'a Xi Jinping aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas d'histoire à raconter. Parce que la seule histoire qu'il a, c'est l'environnement. Et vous savez que le pic des émissions en Chine, c'est 2030. Donc il a aujourd'hui une période de 10 ans où il dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter à ma jeunesse quand je vois bien qu'elle va sur les réseaux sociaux dans un monde qui m'échappe, parce que c'est un monde virtuel, c'est le métaverse, que je ne contrôle pas du tout. Et je vois qu'en plus, il y a une influence occidentale. Et ça vous explique que dans les mesures, on viendra peut-être aux mesures qui sont prises dans la granularité. Allons-y tout de suite, là, justement, offensif sur la tech. Ce qui est très gênant avec nous, c'est que pour nous, c'est que quand vous, objectivement, vous regardez ces mesures, il y en a qui sont tout à fait justifiées. Oui. Parce que les mesures anti-monopole sur Internet, les mesures contrôle des données, on rêverait de les avoir prises contre les GAFA il y a 10 ans. Oui. Donc là, vous êtes obligé de dire... Donc effectivement, il y a des mesures, il y a l'équivalent de notre RGPD, on va dire ça comme ça. Oui. Il y a des mesures, je découvre ça, je ne crois pas qu'on ait ça nous, mais il y a des mesures antitrust, des mesures surtout, anti-concurrence, c'est-à-dire des logiciels qui aspirent les données de vos concurrents pour faire en sorte que vous ne quittez pas... Enfin bref, exactement. Tout un tas, effectivement, donc d'éléments... C'est pour ça que vous savez... Ce que font Google et Facebook tous les jours, et qu'on aimerait arrêter. Éléments qui sont parfaitement légitimes. Et c'est pour ça que Jack Ma, qui chez nous est perçu comme une énorme victime, vous savez, en Chine, il y a beaucoup de Chinois qui disent il n'a qu'est-ce qu'il mérite. On sait où il est là, Jack Ma ? Alors non, je ne sais pas. Non. Il faut que vous ayez sans doute très très loin à la campagne pour le trouver. Donc ça va vous prendre du temps. Jean-Pierre Cabestan, on sait où il est, Jack Ma ? Enfin, il est à Pékin, enfin il est où, à Hangzhou, hein, c'est sa base. Et il est en Chine en tout cas, il ne peut pas quitter la Chine en ce moment. Mais non, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. J'apporterai une petite nuance parce que avec justement les grands groupes qui ont des positions monopolistiques comme Alibaba, Tencent et d'autres, le parti a évidemment lancé une offensive, mais il est aussi obligé de négocier, c'est-à-dire que le parti n'a pas toutes les cartes en main. Si vous prenez le cas de Alipay, qui est un moyen de paiement très répandu en Chine, qui a été développé par Alibaba, des millions de Chinois dépendent d'Alipay. Donc, Xi Jinping ne peut pas du jour au lendemain supprimer ce mode de paiement. Donc, il y a une négociation qui se poursuit avec Alibaba. Évidemment, Jack Ma est allé trop loin. Il a voulu créer une banque sans prendre les risques d'avoir une banque. Donc, c'est pour ça que ça ne pouvait pas fonctionner. Mais je pense que le pouvoir est obligé de faire avec tous ces grands groupes, leur rogner un peu les ailes pour... éviter qu'ils se profitent de leur position dominante, mais ce qui est bienvenu et bien accueilli par certains segments de la société, mais pour autant, je pense que ces grands groupes ne vont pas disparaître. Mais ils étaient perçus à un moment comme des armes de conquête au service du pouvoir. Absolument. Comme la fierté de la Chine. Et on se rend compte que, en fait, ça n'a peut-être même jamais été le cas, finalement. Alors, je parle sous le contrôle de tout le monde, et notamment Jean-Pierre Cabestan, mais il y a 3 aspects dans ce qu'ils font vis-à-vis de la tech. Il y a les aspects contrôle des données au sens de RGPD, il y a bien l'antitrust, mais il y a quand même un 3e élément, qui est que c'est un système totalitaire absolu, qui s'est développé avec notamment le crédit social associé à chaque personne. Et donc là, ils se retrouvaient avec un système où ces grandes entreprises chinoises, donc les BATHX, se retrouvaient, Baidu, Alibaba, Tencent, se retrouvaient avec des données sur les Chinois qui étaient plus à jour et plus complètes que les données du Parti communiste sur les Chinois. Donc il y a ce 3e aspect-là aussi dans la reprise en main de la tech, un aspect que nous ne supporterions pas en Occident. Donc nous voudrions que Facebook et Google arrêtent de pomper les données de tout le monde, et effectivement on peut regretter de ne pas avoir suffisamment pris de mesures contre eux, mais en même temps on ne voudrait pas que ces données tombent dans une agence publique, ce qui va être le cas en Chine, parce que derrière les négos, il y a bien une négociation entre le Parti communiste et les grands
de la tech sur le partage des richesses et sur le partage des données, mais je pense qu'in fine, le Parti communiste est en train de négocier avec ces groupes l'équivalent de la NSA américaine, c'est-à-dire que un grand système d'écoute. Voilà, un immense système de recueil d'informations qui complète toutes les infos que le parti avait déjà sur chaque citoyen. C'est pour ça que quand vous êtes investisseur, un resserrement politique, en Chine, on y est habitué. On y a eu droit en 2013 avec la campagne anticorruption, on y a droit en 2018 avec une attaque contre le secteur privé, et à chaque fois on s'en est sorti. Donc la vraie question, c'est qu'il y a une partie des mesures qu'on comprend, celle qu'on vient d'évoquer sur Internet, puis il y a une autre partie de mesures qui sont purement idéologiques, où on dit supprimer l'éducation privée du jour au lendemain, attaquer les divertissements, dire que dans les universités, les LGBT doivent se référencer pour aller à un cours de rééducation mentale, et s'ils ne le font pas, il faut les dénoncer. Là, on a un problème idéologique qui relève du totalitarisme que vous... Oui, mais il s'attaque directement à cette jeunesse qui les inquiète pourtant, dont vous me disiez qu'il les inquiétait. Justement, vous voyez, c'est ça. Et donc, toute l'idée, c'est est-ce que dans les mois qui viennent, ce qu'a dit Jean-Pierre Cabestan, est-ce qu'on va retrouver des contre-pouvoirs qui font qu'il va y avoir un équilibre privé et public qui va être différent précédemment, parce que clairement, Xi a montré qu'il était plus prêt à tolérer ce qui était historiquement, mais on retrouve quand même un équilibre. Et la Chine peut rester ouverte. Alors, à l'inverse, si on ne retrouve pas l'équilibre, là, il faut se poser une question un peu folle. La Chine a été ouverte de 2001 à 2017, de manière relative, avec les réseaux sociaux, l'OMC. Est-ce qu'il faut s'apprêter à avoir une Chine qui se ferme, non pas pour un an, mais qui se ferme pour 10-15 ans? Alors on posera la question après la pause, mais juste une petite question aussi, Jean-Pierre Cabestan, parce qu'il y a aussi des choses qui nous intéressent directement. Je regardais par exemple la pression mise sur Didi, sur les VTC et sur les plateformes de livraison. Il y a une pression mise directement sur ces grosses plateformes pour de meilleures conditions de travail pour l'ensemble de leurs livreurs et l'ensemble de leurs salariés. Très occidental là aussi comme sujet. Justement, c'est le pouvoir de Xi Jinping souffle le chaud et le froid. Là, vous avez des mesures sociales qui permettent justement d'attaquer des grands groupes, que ce soit Didi ou Alibaba, qui font travailler leurs employés dans des conditions qui ne sont pas toujours favorables, et notamment 6 jours par semaine, 12 heures par jour. C'est le slogan de Jack Ma, et c'est un slogan qui est maintenant été utilisé par le pouvoir pour essayer à la fois d'affaiblir ces grands groupes, mais aussi de recueillir un supplément de popularité au sein de la population en disant on est de votre côté, on est du côté des travailleurs, des personnes qui n'ont pas bénéficié autant que ces milliardaires de l'histoire de la Chine. Et donc, c'est aussi un moyen pour Xi Jinping de se préparer au prochain congrès. Il apparaît comme à la fois un réformateur, mais quelqu'un qui reste proche du peuple et qui montre que le Parti communiste est du côté des personnes les moins avantagées. Mais est-ce que ça va fonctionner? La vraie question, c'est qu'effectivement, le Parti communiste lui-même n'est pas une, si vous voulez, une institution auquel les jeunes Chinois pensent de manière permanente. Ils sont, comme le disait David, ils sont un peu sur une autre planète. Et donc, le pouvoir, avec sa propagande, tout ce qui veut dire justement ces offensives contre les fan clubs, contre les LGBT ou contre tous ces jeunes qui sont maintenant évidemment très, très, très dépendants de la toile et des jeux en ligne. C'est pas comme ça que Xi Jinping va recueillir un supplément de popularité auprès de ces jeunes. Mais donc ça, c'est vrai, c'est un message contradictoire qu'envoie Xi Jinping à la société chinoise. On marque une pause, on se retrouve dans quelques secondes. On repart donc encore une demi-heure, 20 minutes autour de la Chine. Moi, David, tout ce qu'on vient de raconter, la question pour les entreprises françaises aujourd'hui, est-ce que ça ne va pas devenir dangereux d'investir en Chine? On se retrouve alors... ça a toujours été. Ça a toujours un risque. Là, notamment l'industrie automobile, j'ai l'impression, est en train... il va y avoir un symbole avec Porsche. Porsche, pour la première fois de toute son histoire, va fabriquer ailleurs qu'en Allemagne et va fabriquer en Chine.
des véhicules qui vont revenir. On a bien compris, c'est pas des véhicules, enfin oui, sans doute pour le marché chinois, mais c'est des véhicules aussi qui vont revenir. Stellantis a à peu près les mêmes projets de nouvelles vagues de délocalisation pour la construction automobile. Est-ce qu'ils prennent pas un risque considérable si jamais on est devant l'évolution que vous décrivez d'une Chine qui à un moment va se refermer sur elle-même? Alors moi, ma position est peut-être trop optimiste. Mais vas-y. Je pense qu'il n'y a pas une Chine, mais qu'il y a deux Chines. Il y a une Chine qui veut s'ouvrir et une Chine qui veut se fermer. Oui, mais enfin, à un moment, il y en a qui ont il y a un secteur privé. Et d'autres qui n'ont pas, justement, non, c'est ce que vous disiez, Jean-Pierre Cabestan. Xi Jinping ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut qu'il arrive à combiner accélération d'une industrie de services et contrôle du parti. Mais s'il n'y a pas l'accélération économique, il perd sa jeunesse. Donc il ne peut pas faire n'importe quoi. Tout le monde a des contraintes, et il a des contraintes économiques. Et le problème qu'on a, nous, c'est que si on refuse de parler à la Chine et si on refuse d'y aller, en fait, on scie la branche de la moitié de la Chine qui veut travailler avec nous, qui est le secteur privé, et qui ne demande qu'à collaborer avec nous parce qu'il sait très bien qu'il a besoin de notre productivité, de notre technologie. Et à l'inverse, on fait le jeu de la Chine qui veut se fermer, typiquement des apparatchiks qui disent « Prenez l'accord global sur les investissements du mois de décembre 2020 en Europe. On a mis 7 ans à le négocier. Au bout d'un mois, on dit aux Chinois, on le déchire parce que vous ne respectez pas les droits de l'homme. » Quand vous êtes en Chine, vous dites la Chine qui veut se fermer, vous voyez bien que ce n'est pas la peine de parler aux Européens. On a discuté pendant 7 ans, ils déchirent le truc au bout d'un mois. Et à l'inverse, ceux qui veulent ouvrir la Chine perdent leur argument. Donc moi, mon idée, c'est qu'en fait, c'est très paradoxal toujours avec la Chine, c'est quand la Chine va mal, s'ils prennent toutes ces mesures, c'est parce qu'ils sont sous pression et que l'économie va mal. Et que c'est précisément maintenant qu'il faut leur parler. Et de manière objective, en disant le coût de la non-coopération est supérieur au coût de la coopération. Et je vous donne un exemple très simple. Ils n'ont pas le vaccin. 1,4 milliard de gens vaccinés à BioNTech et Moderna, on peut leur faire à $30 le vaccin, c'est 40 milliards de dollars. 40 milliards de dollars, c'est une journée de PNB. Donc leur dire, là, vous venez de fermer le port de Shenzhen pendant un mois, vous venez de fermer le port de Ningbo pendant 3 semaines. C'est eux qui ne veulent pas l'acheter, ce vaccin. Ils ont leur vaccin chinois qui leur va bien. Voilà. Mais non, qui ne leur va pas. Oui, mais... Et c'est là, il faut dire, vous voyez, que le coût de la non-coopération... Non, mais ils n'en veulent pas de vos vaccins. Ils n'en veulent pas jusqu'à ce qu'il y ait un problème économique qui fasse que... Et c'est ça ce qu'il faut leur dire. Parce que si vous vous fermez, chaque fois que vous êtes fermé... Au Sinovac, dans le reste du monde... Il faut le rappeler, chaque fois que vous êtes fermé, vous êtes allé dans le mur. Et ça, il y a plus de la moitié de la Chine, le secteur privé, qui le comprend parfaitement. Et c'est à ces gens-là qu'il faut qu'on donne des arguments de manière... Oui. Il y a une lutte d'influence et on ne sait pas qui va gagner. Christian ? Oui, alors vous avez raison de poser ce débat de manière géostratégique au sens interne de la Chine, mais j'avais cru comprendre quand même que la question de Stéphane, c'était si on produit des Porsche en Chine, 40% moins cher qu'en Allemagne, dans 10 ans, ça entraîne quoi? Alors, on a déjà joué ce jeu-là. Non, c'était pas ça ma question, Christian. Oui, mais ça peut l'être aussi. Question, ça peut l'être, mais cette question-là, comme vous dites, elle a 10 ans, elle a même un siècle, en fait. Le péril jaune. Non, c'est pas seulement le péril jaune, c'est que l'Europe... L'ouvrier à 1 sou détrônera l'ouvrier à 1 franc. Non, mais sauf que l'Europe est la zone qui croît le moins vite. Il y a quand même... Même si non, ma question c'était, si vous investissez massivement aujourd'hui, est-ce que vous ne risquez pas de perdre votre investissement parce qu'il va y avoir un changement radical? Parce qu'ils vous prendront, ils vous nationaliseront le truc. Exactement. Comme le plus gros risque, c'est le syndrome EDF. Vous y allez pendant 40 ans, vous construisez le nucléaire et vous ne gagnez pas un centime. Donc le problème de l'industrie allemande aujourd'hui, de l'automobile, c'est est-ce que je vais être taxé sur mes voitures thermiques pour financer la voiture électrique qui sera chinoise? Et c'est ça l'énorme problème. C'est ça l'énorme problème aujourd'hui de l'industrie automobile allemande. Mais je reviens quand même. J'ai évoqué au tout début, pour moi c'est une perspective à 10 ans qu'il faut avoir impérativement à l'esprit. J'ai bien dit que pour moi la croissance chinoise elle n'était pas à 6, elle était à 4,5, elle tendait vers 3. Mais pour l'instant elle est à 4,5. 4,5, regardons la tendance des 3 grands acteurs mondiaux. La tendance à 10 ans sur les bases actuelles, pour la zone euro, c'est 1,25, 1,30. La tendance pour les États-Unis à 10 ans, c'est 2,5. 2,25 à 2,5. Et la tendance pour l'instant, tant qu'ils ne basculent pas du 4,5 à 3, pour les Chinois, c'est 4,5. Donc il faut bien avoir quelque chose dans la tête qu'il ne faut jamais oublier. Aujourd'hui, les États-Unis, à l'horizon des 10 prochaines années, c'est quand même l'horizon des grands investisseurs, c'est 2 fois la croissance de la zone euro. Et la Chine, ça reste 2 fois les États-Unis ou 4 fois la zone euro. Donc on a quand même une grande interrogation sur le moyen terme. Est-ce que la zone euro
qui représentait 20 points du PIB mondial il y a 12 ans, qui est déjà tombé à 15 et qui est en train de sortir de l'histoire. La zone euro est en train de sortir de l'histoire, Chine, Allemagne comprise. Donc il y a un moment, et c'est une question géostratégique que l'Union européenne ne se pose pas, parce qu'elle n'est pas posée comme ça. Mais jusqu'à quel point il ne faut pas... C'est une question que les Américains se posent. Il ne faut pas créer un grand marché nord-atlantique entre les États-Unis et la zone euro et traiter les questions de croissance et d'échange avec la Chine de manière géostratégique en se disant, et si on continue de leur transférer les technos, sachant que le préjugé il y a 20 ans, c'était qu'ils étaient assez stupides pour jamais pouvoir nous rattraper. Ce qu'ils ont montré depuis 20 ans, c'est que non seulement ils peuvent nous rattraper, mais y compris dans les technologies les plus intensives, en savoir-faire, ils sont capables même de dépasser les Américains. C'est pour ça que Trump a cassé Huawei, c'est parce que Huawei s'était permis d'être meilleur que les Américains en 5G. Et donc, la question, c'est une vraie question, je n'ai pas la réponse, mais... Est-ce qu'il faut vraiment... Et je pense qu'en revanche, les géostratèges américains se la posent. Est-ce qu'il faut aider la Chine ou la casser? Voilà. Bonne question. Attendez, d'abord, je voudrais J'aimerais bien avoir l'avis de Jean-Pierre sur faut-il la casser ou faut-il l'aider? Bon, c'est Christian l'animateur, Jean-Pierre. Vous répondrez. Allez-y. Je ne suis pas économiste, mais ce que je peux dire, c'est qu'il faut protéger nos intérêts. C'est-à-dire qu'il faut essayer de conserver les technologies qui sont en avance sur les technologies chinoises et essayer de conserver aussi plus d'industries possibles en Europe. Alors, il y a toujours une question de coût, mais on a bien vu qu'avec la Covid, qu'il était préférable aussi de conserver un certain nombre de lignes de production à proximité de nos marchés, plutôt que de dépendre complètement d'une mondialisation qui montre ses faiblesses lorsqu'il y a une crise. Mais Jean-Pierre, est-ce que vous achetez ce que nous a expliqué David, c'est-à-dire, moi j'ai entendu ça avec l'Iran, j'ai entendu ça avec l'Union soviétique, certains d'entre vous n'étaient pas nés, c'est-à-dire il y a le camp des modérés qu'il faut encourager parce que sinon c'est les durs qui vont tout saisir et ce sera la fin des temps. Oui, vous achetez ça, Jean-Pierre? Historiquement, les durs se gavent de ce que les modérés en fait, le Parti communiste a sa propre logique, qui est de mettre en place un capitalisme d'État où l'État contrôle une grande partie de l'activité économique et où dans un système dans lequel les entreprises privées sont sous tutelle. Donc, l'autonomie des entreprises privées, elle est relative par rapport à ce que l'on connaît chez nous. Donc, c'est un système quand même qui profite des subventions d'État pour notamment dans les secteurs où la Chine veut créer des champions pour en fait instiller à l'échelle mondiale une forme de concurrence déloyale que l'OMC, évidemment, étant donné la faiblesse de ses règles, a du mal à combattre. Donc, et là, c'est un avantage dont la Chine, évidemment, tire parti, mais qui, ces 20 dernières années, nous ont beaucoup desservi. Donc, c'est cette situation qu'on a du mal à corriger. J'ai vu que l'administration Biden voudrait commencer à enquêter sur ces subventions d'État indues qui sont distribuées par le Parti communiste à ses champions nationaux et qui leur permet d'occuper des positions de plus en plus fortes sur la scène mondiale. Donc ça, mais quel instrument mettre en place pour essayer de créer un système plus juste de concurrence, on n'a pas forcément la réponse parce qu'on n'a pas les instruments. Maintenant, au sein du pouvoir, au sein de la société chinoise, oui, il y a des gens qui sont quand même pour l'ouverture sur l'extérieur. Moi, je le vois à travers mes étudiants, si vous voulez. C'est qu'ils sont peut-être nationalistes pour certains, mais enfin, eux, ils tablent quand même beaucoup sur une Chine qui est ouverte, qui reste notamment pour tout ce qui est vie quotidienne, les produits de luxe, mais aussi, si vous voulez, les divertissements. Jean-Pierre, juste question presque anecdotique, mais la démocratie, c'est pas un sujet.
Pour ces jeunes joueurs, vous nous décriviez. Pour la plupart des Chinois, ça ne l'est pas. En tout cas, les Chinois du continent. Ça l'est pour les gens de Hong Kong, ça l'est pour les Taïwanais, mais pour les Chinois du continent, c'est pas une question qui se pose parce que pour deux raisons. D'abord parce que je pense qu'il y a un déficit de culture démocratique en Chine, donc c'est pas une question qui les intéresse. Les Chinois sont devenus consommateurs, mais ils ne sont pas devenus pour autant citoyens. Mais aussi parce que le système est tel que, par sa surveillance et moyens de répression, que si on s'aventure dans la sphère politique, il y a des coups à prendre, il n'y a pas beaucoup d'avantages à récupérer. Donc les gens prudents, même les jeunes, restent le plus souvent à l'écart de la sphère politique et n'essayent pas d'influencer le pouvoir. Ils savent très bien que de toute façon le régime est là, il ne va pas changer. Ouais. Un mot encore, David Sur le plan économique, pour ceux qui nous écoutent et qui ont des activités en Chine, la vraie cassure, c'est la stagflation. C'est-à-dire qu'on a eu 20 années de déflation, et maintenant c'est terminé. Alors, les salaires augmentaient déjà, mais là, ce sont tous les coûts qui explosent, y compris matières premières, y compris logistique. Donc la vraie question, c'est pas est-ce qu'il y aura une croissance, pour moi, c'est est-ce que j'aurai une croissance profitable. Et ça, c'est l'énorme problème. La stagflation, c'est les années 70, c'est pas gagné. Et crise sociale, grève, des choses comme ça. Est-ce que ça, c'est envisageable parce que c'est de l'inflation aussi, avec donc des salaires qui vont suivre ou qui vont pas suivre. Enfin, ils vont se retrouver avec des sujets les crises sociales qui sont... et des grèves, ils en ont depuis 30 ans. Simplement, il y a plusieurs dizaines de milliers d'incidents par an. Simplement, c'est toujours contrôlé localement. Ça ne déborde jamais, ça n'arrive jamais dans les médias non plus. La priorité sera donnée à l'augmentation des salaires. Vous avez le salaire minimum qui fait plus 15% cette année dans tout un tas de provinces. Donc le problème, il n'est pas social, il est économique. C'est que les entreprises n'auront plus de quoi investir et vous aurez un ralentissement de la montée en gamme. Et la manière dont sont sortis dans les années 70, c'est Bill Gates. C'est la technologie de rupture qui invente l'ordinateur et qui remet de la productivité. Donc en fait, c'est ça le vrai sujet. Si on est en stagflation, là les banques centrales nous disent stagflation, l'augmentation des coûts, c'est juste temporaire. En réalité, quand vous parlez aux patrons, ils vous disent tous ça va prendre beaucoup de temps. Ah, tu parles de ce qui est lié là en ce moment avec les pénuries. Oui, d'accord. Qui fait que tout s'enchaîne. Donc, ça va être ça le problème de la Chine, c'est comment développer les technologies de rupture pour sortir de la stagflation. C'est un problème mondial, mais vous l'avez d'autant plus en Chine. Vous l'avez d'autant plus en Chine parce que. Non, mais moi je m'interrogeais quand même parce que j'avais pas compris tout à fait. C'est-à-dire que là, il y a une stagflation temporaire au niveau mondial dont on peut discuter de la durée, mais quand même il y a un consensus qu'au moins pour l'Occident. À partir du printemps 2022, ça se calme sérieusement. Exactement. Donc là, vous semblez dire qu'il y a un phénomène de surstagflation interne à la Chine qui serait en partie indépendant de ce phénomène temporaire. Si c'est exact, c'est un sujet absolument lourd. Parce qu'à ce moment-là, la question centrale, c'est celle de la compétitivité générale de la Chine. Alors pour l'instant, ça ne se voit pas du tout dans leurs exports. Mais la question, c'est jusqu'à quel point, d'ici 5 ans, ça pourrait contribuer, c'est ma question, moi, c'est jusqu'à quel point ce que vous dites pourrait contribuer à la brisure du 4,5 vers le 3. Je pense que tant qu'il est à 4,5, Xi Jinping maintient son contrôle sur le système, d'autant plus qu'il l'a tellement durci, mais à 3, ça devient extrêmement complexe. Alors, il nous reste un quart d'heure, et donc il faut quand même parler de ce qui est le titre de vos livres. Alors, pas vous, David, mais en tout cas, Jean-Pierre et Christian. Jean-Pierre, donc, quand on dit guerre ou paix, on a quel scénario en tête? C'est-à-dire, on vient là de donner la liste d'une série de défis pour la Chine. Et il y aurait, comme on l'a vu si souvent dans l'histoire, une sorte de sortie patriotique avec une aventure militaire. Ça peut être ça le scénario, par exemple? Alors, il y a en Chine quand même une accumulation de passion et de poudre, comme je le dis dans mon livre. C'est-à-dire que vous avez une passion nationaliste qui est devenue véritablement incandescente, tout au moins dans certains secteurs de la société chinoise. Une volonté d'en découdre avec la Taïwan, en mer de Chine du Sud ou avec le Japon autour de ces îlots qu'on appelle les Senkaku au Japon, les Teruyu en Chine, et de restaurer la grandeur de la Chine par une opération militaire qui, aux yeux de beaucoup de Chinois, ne pourra que forcément réussir. Vous avez beaucoup de films
guerre à la télévision qui nourrissent ce patriotisme guerrier et qui est inquiétant à bien des égards. Maintenant, est-ce que le pouvoir ira jusque-là? Ce que j'observe, c'est que Xi Jinping, et c'est ça, mais Xi Jinping surtout, a beaucoup joué sur ce qu'on appelle les zones grises, c'est-à-dire entre la guerre et la paix, où la Chine a poussé son avantage par des manœuvres d'intimidation ou par l'occupation et la militarisation de plusieurs îlots en mer de Chine méridionale. Donc, on voit bien que la Chine, là, elle a poussé son avantage sans pour autant passer le seuil de la guerre. Et elle fait preuve donc d'une certaine prudence, ou tout au moins, elle développe une stratégie qui est empreinte de risques extrêmement calculés. Même chose avec Taïwan. Vous avez vu les gesticulations qu'elle a pu multiplier ces dernières années dans les détroits de Taïwan, mais sans pour autant passer à une opération militaire en bonne et due forme. Et parce que, évidemment, vous avez les États-Unis sur le chemin et que les États-Unis ont des traités d'alliance ou de sécurité avec un certain nombre de pays de la zone, notamment le Japon et la Corée du Sud, et avec Taïwan, une espèce de garantie assez ambiguë, mais qui revient à protéger le statu quo, non pas à soutenir une indépendance de Taïwan par rapport à la Chine, mais à protéger le statu quo et empêcher que la Chine, qui aujourd'hui a des velléités de réunification et d'accélération de la réunification, à utiliser des moyens militaires pour arriver à ses fins. Et comment est-ce que ça s'articule avec le programme Route de la Soie ? Parce que moi, j'avais l'impression que depuis, on va dire, 2 ans, ce qui guidait un petit peu les relations internationales de la Chine, c'était au contraire, les routes de la soie étaient présentées comme les nouvelles routes de la soie, comme la prospérité commune, comme les investissements communs, etc. Donc là aussi, il y a une forme de contradiction. Oui, les routes de la soie, c'est destiné au Sud. C'est-à-dire, c'est une manière pour la Chine de rallier à sa cause tous les pays du Sud, notamment l'Afrique, mais aussi l'Asie et l'Amérique latine, pour mieux isoler le Nord, mieux isoler les pays occidentaux, et un peu appliquant à l'échelle mondiale un peu ce qu'avait fait Mao à l'échelle de la Chine, c'est-à-dire encercler les villes avec le soutien des campagnes et ainsi asphyxier ou tout au moins mettre fin à la domination occidentale des affaires mondiales. Et ça, c'est vraiment le projet chinois. On le sent bien chaque jour dans le duel, si vous voulez, entre la Chine et les États-Unis. C'est ça le véritable enjeu. C'est de faire en sorte que les États-Unis perdent leur statut de première puissance mondiale. Est-ce que pour autant les États-Unis vont céder? Moi, je ne pense pas. Et c'est un peu la conclusion de mon livre. C'est qu'on est parti plutôt dans une guerre chaude, plutôt vers une guerre froide où les deux grandes puissances vont continuer de se faire face et de se concurrencer et parfois de devoir gérer des crises militaires dans lesquelles elles seront impliquées. Christian ? Alors, il va y avoir une guerre froide de plus en plus dure, mais la question, malgré tout, ce que l'on a observé dans l'histoire, c'est que s'il y a un très fort ralentissement de la croissance chinoise, la tentative d'une aventure extérieure devient de plus en plus forte. Alors, c'est ce que j'avais déjà écrit, quand Xi a pris le pouvoir à vie. La seule façon de vous sortir du pouvoir à vie, c'est une balle dans la tête. Donc, à un moment donné, quand... la solution biologique, ils disaient pour Castro, les Américains. Ouais. Donc, quand vous avez des enjeux absolument gigantesques, la tentation de prendre le contrôle de Taïwan devient intéressant. Alors, il y a l'aspect nationaliste, bien sûr, mais pour moi, il y a l'aspect technologique. Taïwan, c'est 40% des microprocesseurs mondiaux, mais c'est 80% des dernières générations. Ouais, or, c'est clé pour le développement militaire, mais aussi pour la recherche des progrès de productivité, pour régler le problème que vous évoquiez précédemment. Je vais vous le dire très franchement, moi, comme ça, ça semble inimaginable. Alors, ça semble inimaginable. L'idée des Chinois, de l'armée chinoise débarquant à Taïwan, ça semble inimaginable. Alors, ça semble inimaginable. C'est d'un autre siècle. Oui, mais c'est pas forcément la vision des dictatures. Ça, c'est le premier point. Vous avez une vision... Vous vous souvenez, en 1910, toutes les élites européennes considéraient qu'une nouvelle guerre en Europe était inimaginable. C'était exactement le même terme. Donc, la question qui se joue, c'est à partir de là...
il peut y avoir des dérapages. Donc, quand à un moment donné, les Chinois décident effectivement de faire une aventure militaire sur Taïwan, ça semble inimaginable à l'instant T, mais il peut y avoir des dérapages. Alors, le deuxième point qui m'impressionne, c'est une note qui est sortie du ministère de la Défense de Taïwan la semaine dernière et qui a dit qu'en cas d'attaque chinoise, Taïwan ne pourrait pas résister. Donc, on peut aussi imaginer qu'à un moment donné... Personne n'en doute, ça. Non, mais ça veut dire qu'on peut aussi imaginer une opération militaire qui se résolve comme ce qu'on a observé en Afghanistan. C'est-à-dire que l'armée chinoise avance et puis que les autres disent « OK, on ne se bat pas ». Alors, c'est une grande interrogation, on ne peut pas y répondre. En tout cas, c'est le sujet du moment, quoi. Alors, pour vous, il n'y a pas de doute. Moi, à ce moment-là, la question qui se pose... donc on voit qu'on est face à un univers de possibles multiples, mais la question qui se pose pour moi, vraiment, c'est jusqu'à quel point, dans le stade actuel des choses, les Américains pourraient tolérer que s'ils prennent le contrôle de l'industrie des microprocesseurs de Taïwan. En fait, c'est ça la seule vraie question géopolitique. Et donc là... Donc ça veut dire que les Taïwanais vont commencer à s'inquiéter fort en 2025, quand l'industrie américaine des microprocesseurs sera montée en puissance. Mais moi, je pense que la raison... les usines qu'il faut... Et... Non, mais justement, la première si vous voulez, vous venez de dire ce que j'ai dit récemment. Quand Biden annonce 50 milliards de dollars pour réinternaliser la production et que quelques semaines après, Intel annonce 100 milliards de dollars d'investissement, les deux étant liés d'ailleurs, puisqu'une partie des 50 entre dans les 100 d'Intel, c'est un effort colossal qui est accompli et qui permettra aux États-Unis d'être semi-autonome d'ici 3 à 5 ans. Semi-autonome, c'est au sens de ce que le Pentagone considère comme la base militaire. Vous savez que le Pentagone a cartographié 40% du potentiel économique des États-Unis appartient à la base militaire. Donc aussi longtemps que la base militaire, d'ici 3 à 5 ans, est totalement autonome en approvisionnement de microprocesseurs, à ce moment-là, vous avez une semi-autonomie des États-Unis vis-à-vis de la Chine. Mais je continue juste une seconde. Oui, une seconde. Alors, vous avez eu des études qui ont été menées, et puis le livre de 2017 sur Thucydide, qui montre que si les Américains voulaient protéger Taïwan en envoyant des marines, s'il faut en envoyer 1,5 million, on peut avoir 800 000 morts, et le chapitre se terminait par on ne va pas sacrifier 800 000 gamins. Mais en revanche, si la Chine intervient et que Taïwan, là aussi, ça sera incident contre incident, je pense qu'une destruction militaire du potentiel de microprocesseurs taïwanais par les Américains au moment d'une attaque de la Chine, c'est quelque chose qui est, à mon avis, cartographié. David. Non, mais l'art de la guerre, c'est de pas faire la guerre. Donc, moi, je ne crois pas à la guerre froide, je crois à la paix froide. C'est-à-dire la guerre est impossible et la paix est improbable. C'est l'inverse de 1947. Donc, en fait, moi, je crois que ça fait 20 ans qu'on sous-estime la Chine qui s'ouvre. Et il ne faudrait pas qu'on surestime, pour les 20 prochaines années, une Chine qui se ferme. Et on l'a vu il y a 15 jours à Hong Kong, où la Chine a voulu imposer à Hong Kong la loi anti-sanctions, contre les sanctions américaines, et toute la communauté des banques a dit, mais si vous nous forcez à choisir entre les États-Unis et la Chine, il va de soi qu'on ne peut pas se couper du dollar. Attends, David, il faut expliquer ça. Loi anti-sanctions, c'est-à-dire les banques qui travaillent à Hong Kong n'auraient plus eu... C'est-à-dire que si vous êtes une entreprise et que vous suivez des sanctions contre la Chine, eh bien, je peux saisir vos actifs en Chine. Et donc, cette loi s'applique à la Chine continentale et les Chinois voulaient qu'elle s'applique également à Hong Kong. Ce qui fait que toutes les grandes banques internationales. Donc, toutes les grandes banques qui sont par définition obligées de suivre les sanctions américaines auraient vu tous leurs actifs en Chine potentiellement saisis. Et donc, l'ensemble de la communauté financière de Hong Kong a dit aux Chinois, mais ça, vous ne pouvez pas. Si vous faites ça, on part tous de Hong Kong. Ouais, c'est ça. Ce que les banques canadiennes ont déjà fait. Ouais, en disant, on ne prend pas le risque. Ouais, c'est ça. Donc, aujourd'hui, ce sont les États-Unis qui gagnent. Et c'est la Chine qui perd. Donc c'est là où c'est un peu la question que je posais tout à l'heure. Le rapport de force. Faut-il rester à tout prix? Les banques ont envoyé une réponse. Non, on ne restera pas à tout prix. Le rapport de force, aujourd'hui, désolé, mais est en faveur des États-Unis. Donc ne nous forcez pas à choisir, parce que si vous nous forcez à choisir, on est obligé de partir. C'est intéressant. Jean-Pierre?
Oui, moi je passe, pour résumer, si vous voulez, parce qu'on arrive à la fin de notre émission, je pense que les États-Unis ne peuvent pas lâcher Taïwan. S'ils abandonnent Taïwan, c'est la fin de la crédibilité américaine dans l'Asie-Pacifique, et donc tous les alliés américains de la zone seront obligés de se réaligner sur la Chine. Et donc l'enjeu pour les États-Unis, mais aussi pour la Chine, est énorme. Donc c'est pour ça que... Et puis alors il y a une autre quand même dimension. Si d'un côté la guerre cybernétique a déjà bien commencé, hein, il y a deux autres guerres que ces deux puissances ne peuvent pas envisager. C'est la guerre nucléaire, d'abord. Le risque de nucléarisation d'un conflit sino-américain reste important. Et puis la guerre spatiale. C'est-à-dire que le premier jour, si les Chinois ont pour un projet de neutraliser les satellites américains, le lendemain, c'est les satellites chinois qui sont neutralisés. Les Américains lancent 50 satellites qu'ils ont en réserve dans leur hangar. Donc, et là, l'espace est à nouveau contrôlé par les Américains. Donc, si vous voulez, il y a une espèce d'équilibre de la terreur qui force à la fois les Chinois et les Américains à faire attention, mais qui empêche les Chinois, à mon avis, d'aller au-delà d'un incident militaire et donc d'une crise militaire qui peut apporter certains avantages à la Chine, en accroissant la pression sur Taïwan, en leur faisant peur, les empêchant d'aller trop loin dans leur volonté d'indépendance. Mais pour autant, je ne pense pas qu'ils puissent forcer les Taïwanais à s'unifier contre leur gré à la République populaire de Chine. Moi, effectivement, il nous reste 2 minutes. On a le temps de dire des choses quand même en 2 minutes. Ce qui me passionne dans tout ce que vous m'avez appris, c'est le champ de contraintes considérable finalement dans lequel évolue celui qui est peut-être aujourd'hui l'homme le plus puissant du monde, c'est-à-dire Xi Jinping. On a cette vue monolithique de la Chine, et c'est faux. Quand je dis qu'il y a 2 Chines, il y en a beaucoup plus, mais il y a au moins 2 Chines. Et donc, de même qu'ils nous divisent tous les jours, essayons de les diviser. Oui, mais en même temps, les contraintes dont on parle, elles sont massives. Mais à un moment donné, prendre une décision qui peut sembler irrationnelle aujourd'hui pour sortir de ce champ de contraintes, c'est quelque chose qui est envisageable. Ah, c'est ce que l'histoire nous a montré à de nombreuses reprises, absolument. De nombreuses reprises. Et ça, le sujet, c'est y a-t-il les contre-pouvoirs nécessaires au sein de l'appareil de prise de décision chinois pour empêcher ça? Non, il contrôle totalement l'appareil militaire. Il n'arrête pas de nettoyer sur nettoyage du commandement militaire chinois. À l'intérieur du Parti communiste, il a quand même nettoyé les autres clans temporairement. Donc, il a aujourd'hui un pouvoir infini. Ceci étant, sous la contrainte de ne pas décevoir le peuple. Voilà, donc c'est d'une complexité inouïe, mais en même temps, il ne faut pas non plus, vous êtes Xi, qu'est-ce que vous voyez? Vous regardez les États-Unis, vous regardez l'Europe. Je pense qu'on ne l'a pas évoqué ici, mais le champ clos de l'affrontement entre la Chine et les États-Unis, c'est nous. C'est nous qui allons être au cœur de l'affrontement entre de la Chine et des États-Unis. Et là, vous êtes Xi, vous regardez l'Europe, et vous dites, mais c'est tellement facile de les jouer les uns contre les autres. Bon, allez. Bon, allez. Merci Christian Saint-Etienne. Donc, je finis toujours par me remonter le moral. Et non, à contrario, on a le potentiel pour réagir. Voilà, il suffit qu'on se ressaisisse. C'est votre grande phrase. Il suffirait d'un mot, voilà, pour qu'on soit à nouveau la première puissance du monde. Christian Saint-Etienne, donc l'économiste, David Bavrez et Jean-Pierre Cabestan qui étaient avec nous depuis Hong Kong. Merci infiniment Jean-Pierre et merci à vous tous d'avoir regardé cette émission. On se retrouve demain.